Eh bien, 52 matchs avec plus de 4600 minutes. Et oui, ça a été une CAN pleine de rebondissements et surtout une CAN pleine d'émotions pour cette année 2022. Et on dira félicitations au Sénégal. Et oui, Naradef, Sénégal Rec. Félicitations bien sûr pour cette brillante victoire et surtout pour ce match, voilà, avec beaucoup d'émotions. Allez, dans Matin Bonheur aujourd'hui, nous en parlerons avec notre chroniqueur sport. Ce sera dans Sport Matin, bien avant la fin de ce numéro. Bonjour et bienvenue. Installez-vous pour près de 90 minutes à passer ensemble. On aura bien sûr 3 points pour l'actualité, le 6h30, le 7h et le 7h30, sans oublier que vous aurez l'instant où se disent toutes les vérités avec Renaud et son invité. Allez, le reste du programme, ce sera bien sûr après la couleur du temps. Oui, quel temps? Eh bien, on a ce matin et aussi le premier point de l'actualité. On fera donc le tour de toutes les actualités, que ce soit chez nous et aussi en Afrique et aussi dans le monde. Allez, c'est parti. Madame, Monsieur, bonjour. Les régions du Nord et de l'Est seront sous l'effet de l'harmattan avec une légère atténuation du phénomène par la remontée des vents humides, notamment au nord-est et à l'est. Les régions de l'ouest, du centre, du sud forestier du littoral observeront du brouillard ou de la brume humide en début de matinée qui se dissipera pour faire place à un temps partiellement nuageux et ensoleillé. Les températures prévues pour la matinée afficheront 21 degrés à Abengourou, 24 à Abidjan et Adiaké, 19 degrés à Bondoukou, Bouaké, Bouna et Bundiali, 21 degrés à Daloa et Dimboukro, 20 degrés à Gagnoa, 17 degrés à Guiglo, 18 degrés à Korogo, 15 degrés à Mans, 16 degrés à Ozine, 23 degrés à San Pedro, 24 degrés à Sassandra, 23 degrés à Soubré et à Tabou, 24 à Tiessalé, 16 degrés à Touba et 19 degrés à Yamsoukro. Le nord du pays sera sous l'influence des vents d'harmattan et observera un temps peu nuageux, chaud et sec avec la présence de brumes sèches. Dans la bande centrale, on aura quelques passages nuageux malgré la présence des vents secs. L'après-midi sera nuageux sur les régions du littoral, du sud forestier et de l'ouest. On pourra s'attendre en milieu ou en fin d'après-midi à des orages isolés accompagnés localement de pluie. Les températures prévues pour l'après-midi afficheront 35 degrés à Abengourou, 32 à Abidjan, 33 à Diaké, 35 à Bondoukou, 34 à Bouaké, 36 à Bouna, Bundiali, Daloa et Dimboukro, 35 à Gagnoa et Guiglo, pareil pour la ville de Korogo et Mans, 34 degrés à Odiné, 32 degrés à San Pedro, Sassandra, Soubré et Tabou, pareil pour la ville de Tiassalé, 35 à Touba et 36 degrés à Yamsoukro. Ainsi prend fin ce bulletin météo. Merci pour votre aimable attention. Très belle semaine à toutes et à tous. Bonjour à tous, c'est parti pour un nouveau marathon de l'information. En marge du 35e sommet de l'Union africaine, le président de la République Alassane Ouattara a échangé avec son homologue, le centrafricain Faustin Archange Touadéra. L'entretien a porté sur le renforcement de la coopération entre la Côte d'Ivoire et la Centrafrique, ainsi que sur les questions régionales, notamment la situation dans le pays. Le reportage de Michel Digré. Les relations de coopération entre la Côte d'Ivoire et la Centrafrique sont excellentes et la rencontre entre le président Alassane Ouattara et Faustin Archange Touadéra en est le témoignage. En marge des travaux du 35e sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, les deux personnalités ont tenu à se rencontrer pour échanger sur les questions d'intérêt continental, mais surtout celles liées à la situation sociopolitique de la Centrafrique.
Et vous savez qu'aujourd'hui, dans nos pays, il y a beaucoup de difficultés à des questions sécuritaires et donc c'est de partager les informations de ce qui se passe aussi en Afrique de l'Ouest, mais principalement parler aussi, l'informer de la situation en République centrafricaine et de toutes les actions de paix, de réconciliation que nous menons là-bas, et puis aussi avoir son soutien dans ce cadre-là. Et c'est l'objet de nos échanges. Cette audience s'est tenue en présence des proches collaborateurs du chef de l'État présent dans la capitale éthiopienne. Et puis la rencontre des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s'est achevée ce dimanche à Addis Abeba. Plusieurs rapports ont été lus à la cérémonie de clôture au nom du président Alassane Ouattara. La ministre des Affaires étrangères a présenté le rapport sur la mise en œuvre du premier plan décennal de l'agenda 2063. Michel Digré, envoyé spécial. C'est à la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, qu'est revenue la charge de prononcer le discours du président Alassane Ouattara, champion de l'Union africaine pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 et son premier plan décennal. Le rapport propose des recommandations pour accélérer la dynamique enclenchée pour la réalisation complète des 7 grandes aspirations et des 20 objectifs stratégiques que l'Afrique s'est fixés à l'horizon 2063. Au regard du bilan de la mise en œuvre de l'agenda 2063, notre continent a enregistré des avancées notables en dépit de la crise sanitaire liée à la pandémie à coronavirus qui a fortement impacté les revenus, l'emploi et la mise en œuvre des projets phares en 2021. Nous devons donc intensifier nos efforts afin de poursuivre la dynamique de transformation structurelle de notre continent à travers l'accélération de la mise en œuvre de réformes ambitieuses et la réalisation de projets structurants. Pour y arriver, des priorités doivent être établies. Il nous faut relever les défis majeurs relatifs à la qualité des systèmes statistiques nationaux des États membres, au financement de l'agenda 2063 et au renforcement de la communication autour de l'agenda. Il s'agit notamment de consolider les mécanismes institutionnels pour la vulgarisation et le suivi de l'agenda 2063, renforcer les capacités des États et des communautés économiques régionales à l'élaboration de projets viables, accélérer la mise en œuvre des projets phares en vue de la transformation structurelle des économies et la création d'emplois, notamment pour les jeunes, accélérer la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des ressources intérieures pour faciliter le financement de l'agenda 2063. À 2 ans de la fin du premier plan décennal de l'agenda 2063, 2 principales activités seront lancées très bientôt, à savoir son évaluation et le lancement de l'élaboration du deuxième plan décennal qui couvrira la période 2024-2033. Et puis du football, CAN 2021, le Sénégal sur le toit de l'Afrique. Les Lions de la Teranga ont brisé le plafond de verre après 2 finales ratées. Celle-ci est la bonne. Les coéquipiers de Sadio Mané ont surclassé l'Égypte de Mohamed Salah. Et c'est au tir au but, au bout du bout, que les 2 équipes se sont séparées. Le reportage de RTI Sport. Finaliste malheureux des éditions 2002 et 2019, le Sénégal remporte sa première couronne continentale face à l'Égypte. Une finale aux allures d'un test grandeur nature entre les 2 pays qui se retrouveront en barrage de la Coupe du Monde 2022 en mars. Au coup d'envoi, les Lions réalisent une meilleure entame et obtiennent un pénalty. Sadio Mané se propose et perd son duel face à Gabaski. Mais au fil des minutes, les Pharaons gagnent en confiance et se montrent de plus en plus dangereux sur des attaques rapides. Mohamed Salah donne un premier frisson aux supporters sénégalais avec cette frappe détournée en corner par Edouard Mendy. 0-0 à la pause. La seconde période est du même niveau. Les hommes de la Teranga s'offrent les meilleures occasions, mais le score reste vierge jusqu'au terme du temps réglementaire. Les 30 minutes de la prolongation ne changeront pas la donne. Finalement, c'est au tir au but que les 2 équipes ont recours. Le Sénégal, plus concret, l'emporte 4-2. Et on se retrouve à 7 h pour un nouveau développement de l'actualité. En tout cas, merci beaucoup à Régis Kofi pour ce premier point de l'actualité. Eh bien, dans Matin Bonheur, il reviendra tout à l'heure. Ce sera pour le 7 h. Mais avant, nous vous offrons le sommaire illustré.
Bonjour, vous allez avoir pour commencer cette émission, bien sûr, les infos jour J. Qu'est-ce qui se passe dans le monde? Qu'est-ce qui se passe aussi chez nous en Côte d'Ivoire? Bien sûr, on pourrait bien commencer par nous-mêmes. Voilà, du sport, le premier pan, avec du fitness. À vous proposer donc en quelques minutes quelques exercices à faire pour bien démarrer la journée. Et ensuite, direction vers nos marchés pour savoir les différents coûts, oui, de nos denrées alimentaires. Sans oublier qu'on aura la revue de presse, histoire de vous permettre de feuilleter l'actualité de chez nous avec la revue de presse et vous inciter à acheter les journaux, c'est important. Instant vérité, on sera toujours avec Renaud, bien sûr, qui recevra un invité aujourd'hui pour cet instant où se disent toutes les vérités. Sans oublier, bien sûr, la chronique sport. On parlera de la CAN forcément parce que c'est aussi l'actualité. La CAN a pris fin hier et il nous dira tout sur cette CAN. On fera un petit bilan, un petit point. Et pour terminer, vous aurez Matin Express dans cette émission. C'est parti maintenant avec les infos jour J. Alors, pour les infos jour J à vous proposer aujourd'hui, sachez que les frontières du Maroc vont ouvrir ce 7 février, donc une annonce qui fait suite à l'avis favorable d'un comité scientifique pour la reprise du trafic aérien et aussi maritime. Pour rappel, il faut le dire, et pour info aussi, que ces frontières ont été fermées le 29 novembre dernier, enfin de l'année dernière. Aussi, pour les infos jour J, célébration en Europe du traité de Maastricht. C'est ce traité européen fondateur de l'Union européenne. Et chez nous, en Côte d'Ivoire, mais avec une belle émission que vous pourrez suivre partout dans le monde, grâce bien sûr à tous nos canaux. Il faut le dire, c'est midi à 12h aujourd'hui, avec pour thème, eh bien, une dame boudée par sa bienfaitrice, Carmel Bassourou. Elle aimerait bien savoir et donc elle passe à ses milieux aujourd'hui pour avoir toutes les informations. Allez, pour la suite dans cette émission, c'est bien sûr du fitness et nous allons savoir aujourd'hui, eh bien, comment booster son énergie pour un bon lundi matin. C'est parti. Bonjour à tous, j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui, c'est la séance bâton. Si vous avez un bâton chez vous, n'hésitez pas. Position, on commence. C'est bon? Nous allons séparer les appuis. Tenir le bâton là devant. Lever. Tirez là sur la pointe des pieds. Étirement. Relâchez, étirez. Tirez sur les bâtons, pose les jambes, séparez les appuis, basculez dans le même sens que moi, posez le bâton, tirez. On revient, les jambes ne bougent pas, changez le sens, tirez. Jambes tendues. Très bien. Dans cette position, nous allons descendre là. Tenez l'extrémité du bâton et là, tirez, regardez tout droit devant. Très bien, relâchez. Go. Droit devant. Continuez. La bouche ouverte, expirez. Soufflez. Continuez, go. Bras tendu. Accompagnez le mouvement, là. Il n'est pas facile, mais il est nécessaire.
On reprend la 1, on monte. 2, on monte, jambe tendue. Jambes tendues, abdominaux contractés. Très bien. On change de sens. Relâchez. Croix devant. Tirez de chaque côté. Relâchez. Ça peut aller. Jambes séparées. Légèrement fléchies. Travaillez. Bras là. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Très bien, continue. Go. Nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine. Eh bien, voilà, donc pour booster votre énergie, pour avoir un bon lundi et surtout bien démarrer la semaine, pourquoi pas, et bien démarrer avec un peu de sport. On vous en donne comme ça la latitude dans, bien sûr, le fitness que nous proposons tous les matins dans Matin Bonheur. Allez, pour la suite, bien sûr, direction nos différents marchés, que ce soit à Cocody, à Djamé, Koumassi, Trècheville ou même à l'intérieur du pays. Quels sont les différents coûts de nos denrées alimentaires? C'est dans combien ça coûte? Et pour ce lundi, nous vous proposons la poissonnerie, tout simplement. On va donc vous en proposer plusieurs, avec plusieurs donc, variétés. On commence par la carpe noire, qui est à 2200 francs CFA. C'est au kilogramme que nous vous proposons. Donc, si vous allez sur les différents marchés, la carpe noire, bien sûr, à 2200 francs CFA. La carpe noire importée pour la suite à 1800 francs CFA. Voilà, tous les prix sont bien sûr indiqués sur votre écran. Nous avons des dorades importées à 1800 francs CFA. Voilà les prix aussi que nous vous proposons sur tous nos différents marchés. Après les dorades importées à 1800 francs, on passe maintenant au capitaine importé à 2500 francs CFA. C'est au kilogramme, on le rappelle donc, des capes rouges maintenant, des capes rouges donc à 3300 francs CFA. On a aussi dans notre chapelet d'information des mâchoirons importés à 1500 francs CFA. Et pour terminer avec notre liste, on a du chinchard à 1500 francs CFA. Voilà pour la poissonnerie aujourd'hui. En ce qui concerne les différents coûts des denrées alimentaires sur nos différents marchés. La suite est comme tous les lundis, un dossier EcoPlus qui nous emmène dans la région du Gontougo. Eh bien, c'est une très belle région de plus de 500 000 habitants pour parler aujourd'hui de la noix de cajou dont la campagne 2022 a été lancée le 4 février dernier. Alors, pour ce faire, dans la région du Gontougo, eh bien, les habitants, les populations, eh bien, se mobilisent contre la fuite, voilà, des différents produits et surtout sur la noix de cajou. On regarde ce reportage de Mama Traoré et on se retrouve dans quelques instants. Des anacardiers tutoyant la chaussée, celle qui relie la ville de Bondoukou à celle de Bouna. Ce paysage prouve à suffisance que nous sommes dans une zone de forte production. Après 70 km de parcours, nous voici à Flakiédougou. Dans la région du Gontougo, cette bourgade est réputée être le centre névralgique du commerce de cajou. L'ambiance y est encore timide avant le lancement de la campagne prévue ce 4 février, mais il faut déjà se préparer, comme le font les ouvriers de la coopérative de Hondité. Vous essayez de mettre tout en ordre, ranger les sacs vides, les palettes, on va réparer les palettes. Ils s'affairent à aménager l'entrepôt vide avant l'arrivée des tonnes de noix de cajou qui seront acheminées depuis les champs
une fois la campagne lancée. Quelques producteurs membres se joignent à la tâche. Avec lui, j'ai fait tous mes ventes, parce que avec lui, même si j'ai besoin des produits, je demande à ce qu'il me donne pour qu'en fait je puisse traiter le champ. Je sais qu'on est en communauté. Compter sur la récolte de Firmin est bon signe pour Ondité, surtout que les commandes des clients affluent en cette pré-campagne. Le plus gros client qui prend avec nous, voilà, il demande près de 10 000 tonnes, qu'on fasse 10 000 tonnes pour lui. Voilà. Donc, avec les autres aussi qui sont à côté, chacun vient. Cette année même, il y a beaucoup d'architectes qui viennent vers la zone de Bondoukou. Je pense que ça va marcher. Vu notre production, même déjà, nous, pour notre coopérative, on peut avoir 5 à 4 000 tonnes. Ondité compte près de 1000 planteurs affiliés à sa coopérative, mais détenir l'exclusivité d'achat de la production de chacun d'entre eux vaut son pesant d'or. Surtout que ces dernières années, bon nombre de producteurs succombent à la tentation d'acheteurs plus offrants venus des pays limitrophes. Une sorte de concurrence déloyale qui met à mal le marché local. Nos concurrenciers, ils viennent faire les prix, ils augmentent les prix, ils ramassent les produits sans payer des taxes. Alors que nous qui sommes ici en Côte d'Ivoire, les coopératives souffrent actuellement. Les parents n'ont plus confiance en nous. L'an dernier, la région du Gontougou a produit près de 150 000 tonnes de noix de cajou. Seulement 40 000 ont été commercialisées au niveau local, le reste hors des frontières ivoiriennes. Face au manque à gagner causé par ce phénomène, le groupement d'intérêt économique des acheteurs et producteurs de cajou du Zanzan entreprend depuis plusieurs mois une campagne de sensibilisation des acteurs locaux. Bondoukou fait les qualités 54, 53, 52, 51, 50. On regarde pour le nord, on dit la qualité fait 45, 46. Entre 50 et plus et 47 moins, à qui on va donner le prix? C'est 50 et plus qu'on donne le prix. On paye pour eux à 1500 et on paye pour la Côte d'Ivoire à 1000 francs. Alors que les 50 et plus là, c'est quitté ici, en Côte d'Ivoire ici. Nous devons démontrer au monde entier que la qualité qui fait la différence des prix, cette qualité-là vient d'ici, vient du Zanzan. C'est environ 50 milliards de francs CFA que ce trafic illicite fait perdre à l'économie nationale par an. C'est aussi une menace pour la future zone industrielle dédiée au cajou que l'État prévoit de bâtir sur ce site de 15 hectares, situé à l'entrée de la ville de Bondoukou. Une première en Côte d'Ivoire. Le premier pays producteur mondial entend ainsi gravir des échelons sur le segment de l'industrialisation de la filière. En 2021, la Côte d'Ivoire s'est hissée au premier rang africain des pays transformateurs de cajou et au 3e rang mondial. Retour à Flakiédougou où nous retrouvons Nicolas. S'il désherbe avec tant de dévotion ses 12 hectares d'anacarde, c'est parce qu'il est optimiste pour sa prochaine moisson. Chaque année, 8, 7, on espère avoir au moins 10 ou 12, 13. Cette dizaine de tonnes de récolte attendue fera aussi l'affaire de la coopérative à laquelle est affilié Nicolas, comme 80 autres planteurs. La production de chacun d'entre eux permettra à la coopérative d'honorer son carnet de commandes pour la prochaine saison. Pour les responsables de cette structure, le défi ne sera pas seulement de mobiliser une importante quantité, la qualité des noix sera aussi scrutée. C'est quand vous allez ramasser tout ce qui est végétal. Parce que quand ça dure sur la terre, comme ça peut devenir haute couleur. Ça ne donne pas la qualité. Quand vous ramassez, vous stockez ça bien. Voilà, comme on l'a fait l'année passée, si ça réussit. Philippe a bien des raisons d'insister. Par le passé, 25 tonnes de son stock de produits agricoles ont été refoulées pour défaut de qualité. Mais en 2021, sa coopérative a réalisé l'exploit de commercialiser l'ensemble des 400 tonnes de cajou collectées. Un exploit qu'il doit aux bonnes pratiques agricoles acquises auprès de l'ANADER, Agence nationale d'appui au développement rural. Cette année, c'est mieux. Hein? Ouais, ça va. Cette année, ça va. Ça va, non? Ouais, ça va. Tu vois comment il y a eu changement? Ouais, Dieu fait grâce cette année, ça va. L'année prochaine, on va faire de plus. On va progresser. On va couper les branches d'anacadier comme on a fait l'année passée. Tu as vu comment ça a produit cette année de plus? Voilà. Donc, ça nous permet de trouver, de faire plus. Donc, avec les conseils qu'on vous donne, avec les agents ANADER, tu vois qu'il y a eu changement. Certaines pratiques devenues récurrentes dans la chaîne de valeur pourraient aussi expliquer le défaut de qualité des noix. Les producteurs n'observent plus vraiment les opérations post-récolte.
Ils ont tendance, dès qu'ils ramassent, à vraiment vendre le produit immédiatement. Et ça fait que la qualité a pris un coup de nos jours, ça il faut le reconnaître. Pendant le ramassage, les gens faisaient la main-d'œuvre. Et cette main-d'œuvre-là qui vient, quelquefois, ne respecte pas vraiment les mesures postes sur le code. Peut-être par ignorance ou bien par manque de temps. Le top départ de la campagne 2022 sera donné ce vendredi. Le prix plancher obligatoire Borchamp a été fixé à 305 francs CFA. Le gouvernement prévoit une production d'environ 1 040 000 tonnes de noix de cajou brutes, contre plus de 805 000 la saison précédente. Et voilà, on insiste là-dessus donc, le prix plancher Borchamp, 305 francs. Eh bien, ce prix fixé par le gouvernement ivoirien, et il faut le dire, c'est une campagne 2022 qui a été ouverte le 4 février dernier. On passe maintenant à la revue de presse. Eh bien, tous les jours, ils nous incitent à converger vers les kiosques à journaux, mais surtout en acheter en nous donnant toutes ces informations et tous ces titres. Nous sommes avec lui encore aujourd'hui. Renaud, bonjour. Bonjour, Joël. Alors, première information pour commencer cette revue de presse, le dialogue politique est à nouveau bloqué. Oui, bonjour à tous. Après la rencontre du 27 janvier 2022, une autre devait se tenir le jeudi 3 février. Elle n'a pas eu lieu en raison de profonds désaccords entre les participants lors de la dernière séance selon l'Inter sur la question du chronogramme des travaux. Face à cette situation qui plombe à nouveau les travaux de la 5e phase du dialogue politique, le confrère indique que l'arbitrage du Premier ministre Patrick Hachi est attendu. Et on sort du pays, on part en Éthiopie avec le 35e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine qui s'est tenu ce week-end. Oui, au cours de cette rencontre à laquelle a pris part le président de la République Alassane Ouattara, les dirigeants du continent ont arrêté d'importantes décisions sur les questions relatives à la paix, au terrorisme, à la Covid-19, au climat, à la sécurité alimentaire ou encore au coup d'État. Selon Le Matin, le président sénégalais, qui est le nouveau président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'organisation continentale, a décrit les priorités de sa mandature. Alors Renaud, on revient chez nous pour parler de l'économie ivoirienne qui se porte bien. Oui, c'est le constat fait par une équipe du Fonds monétaire international au terme d'une visite virtuelle des services aux autorités de la Côte d'Ivoire pour discuter des développements économiques récents et également des perspectives économiques. Selon le premier responsable de cette mission du FMI, qui est cité par Le Matin, l'économie ivoirienne, qui est robuste, continue de montrer des signes de résilience face à la Covid-19. Il a ajouté que le secteur économique national devrait rester sur sa lancée en 2022. Et direction maintenant nos régions, braquage mortel d'un opérateur économique, c'est à Biencouma, dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Eh bien, l'enquête avance à grands pas. Oui, c'est ce que nous apprend Soir Info. Selon le quotidien, une semaine après cette attaque survenue le samedi 29 janvier 2022 et au cours de laquelle les bandits ont emporté la somme de 25 millions de francs CFA après avoir battu un opérateur économique libanais, le chef présumé du gang, qui est un sergent des eaux et forêts, a été interpellé. Retrouvez dans le numéro de ce jour du confrère tous les détails sur l'arrestation du cerveau de ce braquage. Et c'est la revue de presse que vous suivez sur RTI 1 dans Matin Bonheur. Et on poursuit avec cette autre information. Laurent Donafologo a été inhumé le week-end écoulé. Oui, c'est dans son village natal de Péguéka, dans la sous-préfecture de Boundiali, que l'ex-président du Conseil économique et social a été conduit à sa dernière demeure le samedi 25 février 2022. Et selon l'Inter, plusieurs personnalités politiques, au nombre desquelles on comptait le Premier ministre Patrick Hachi, a pris part à ce dernier voyage de celui qui aura été l'une des figures majeures de la politique nationale. Et bien sûr, dans cette revue de presse, on parlera forcément de la CAN 2021. Le Sénégal est le nouveau roi du football continental. Oui, les Lions de la Teranga ont battu les Pharaons d'Égypte hier lors de la finale de la CAN Cameroun 2021. Après avoir dominé la rencontre sans inscrire le moindre but, c'est finalement au tir au but que Sadio Mané et ses coéquipiers ont eu le gain du match. Avec cette victoire, le Sénégal inscrit pour la première fois son nom au palmarès du trophée de la Coupe d'Afrique des Nations, et ce après plusieurs échecs dans le dernier carré de la compétition.
Et pour terminer, la Côte d'Ivoire va affronter la France en match amical international au mois de mars. Oui, après la Coupe d'Afrique des Nations, les éléphants de Côte d'Ivoire vont reprendre du service le 25 mars face aux Bleus de la France. Après ce test, les éléphants mettront le cap sur l'Angleterre où ils vont affronter à Wembley lors d'un match caritatif l'équipe nationale d'Angleterre et ce sera le 29 mars 2022. Alors, on a fait le tour de toutes les actualités, on a présenté les différents titres, inciter aussi les Ivoiriens à acheter les journaux. Oui, c'est bien cela, Il faut tous les jours aller acheter les journaux parce que la presse nationale a besoin qu'on la soutienne. Tant qu'on n'achète pas les journaux, les entreprises de presse ne peuvent pas continuer à vivre. Oui, et là derrière, il y a des personnes, il y a des professionnels, il y a des familles. Bien évidemment, c'est de l'information filtrée, comme on le dit, ça passe au tamis avant d'être livré aux populations. Donc c'est de l'information sûre. Voilà, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a la possibilité de s'informer sur les réseaux sociaux, mais l'information qu'on trouve là-bas n'est pas toujours fiable. Donc, il faut aller vers les organes de presse où il y a des journalistes professionnels qui font le travail qu'il faut pour servir de l'information vraie, vérifiée surtout aux populations. Et ça, c'est bien dit. C'est vrai qu'il va revenir dans pas longtemps, mais je n'ai pas envie de le laisser partir. Voilà. Alors, il faut bien que je parte. La CAN, comment est-ce qu'on a vécu cette finale pleine de rebondissements? Bon, il faut dire que c'est le seul match de la compétition que j'ai véritablement regardé du début jusqu'à la fin. Oui. J'ai été subjugué par le talent du portier égyptien. C'est vrai que ce sont les Sénégalais qui ont remporté le match, mais le portier égyptien, il m'a convaincu. Franchement. Oui. Pour ceux qui avaient encore des doutes, je suis sûr que là, il les a tous mis d'accord hier, quoi. Non, ça a été magnifique. Oui, il a fait un match de haut vol et puis il a sorti des actions, mais vraiment d'éclat, quoi. Dans tous les cas, félicitations aux Sénégalais. Au Sénégal. Voilà, parce que c'est ce qu'on retiendra. Merci beaucoup à Renaud. Voilà, merci, Renaud que nous allons retrouver pour la suite de cette émission. Ce sera dans Instant Vérité et on va terminer avec lui dans Matin Express. Allez, on part maintenant avec une petite pause et on va se retrouver dans pas trop longtemps pour la deuxième partie de cette émission, mais ce sera juste après le Flash. À tout de suite. Information Covid-19. Pourquoi faut-il porter un masque de protection? Le virus du Covid-19 est présent sur les surfaces infectées, mais surtout dans le creux du nez et de la bouche d'une personne contaminée qui fait la maladie ou pas. Le virus Covid-19 est présent dans les postillons ou microsalives que le malade distille lorsqu'il tousse ou lorsqu'il parle pour se propager dans l'air et infecter une personne bien portante. À deux ou à plusieurs, dans les lieux publics ou privés, il nous faut tous porter le masque de protection car il permet d'empêcher l'éparpillement des microsalives infectées du malade et de bloquer l'inhalation de ces postillons par une personne saine. Le masque agit comme une barrière contre les gouttelettes expulsées des voies respiratoires. Pour être efficace, il doit bien couvrir le nez et la bouche. Pourquoi faut-il respecter la distanciation sociale? Un individu qui parle diffuse involontairement autour de lui des postillons salivaires qui peuvent atteindre jusqu'à 1 mètre de distance autour de lui. La Covid-19 se trouve dans les voies respiratoires de la bouche et du nez d'une personne infectée qui fait la maladie ou pas et peut ainsi se propager, porter par ces gouttelettes et contaminer une personne bien portante. Nous pouvons stopper la propagation de cette maladie en maintenant une distance sociale d'au moins 1 mètre entre nous et les autres, c'est-à-dire ne pas se serrer la main et ne pas se faire d'accolade. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119, appel gratuit. Information Covid-19. Pourquoi faut-il se laver régulièrement les mains? La Covid-19 est un virus qui peut nous infecter en passant par les yeux, le nez ou la bouche. Le plus souvent, ce contact a lieu par les mains. C'est pourquoi il est recommandé de bien se laver les mains avec du savon et de l'eau ou avec un gel hydroalcoolique avant de manger, de boire, après avoir touché une surface contaminée ou après avoir été dans un endroit public. Le lavage régulier des mains est un geste simple pour prévenir la propagation du virus. Protégeons-nous, protégeons les autres. Plus d'informations au 119, appel gratuit. De retour pour un autre développement de l'actualité. Bienvenue. On démarre dans le domaine maritime. Bientôt une formation à l'éradication globale des phénomènes d'insécurité. L'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire et le secrétaire d'État chargé des affaires maritimes ont signé une convention de coopération. Lanciné Bakayoko, détail.
Ce partenariat stratégique s'inscrit dans le double cadre de la coopération de sécurité et de défense entre la France et la Côte d'Ivoire et de la mise en place d'une architecture régionale de sécurité dans le golfe de Guinée. Un espace maritime devenu depuis plus d'une décennie la proie de grands prédateurs qui mettent en péril les perspectives d'exploitation durable des ressources marines de nos États. La signature de cette convention est d'autant plus importante qu'elle permettra de consolider les offres de formation de l'ISMI en matière de sécurité et de sûreté maritime et de mettre par conséquent à la disposition de la Côte d'Ivoire et de l'ensemble des administrations des États du Golfe de Guinée un pôle interrégional crédible de formation d'excellence. Ce nouveau cadre de coopération bilatérale devrait également renforcer les capacités opérationnelles de l'Institut de sécurité maritime interrégional ISMI. L'augmentation du volume des formations proposées par l'ISMI est remarquable. On a ainsi passé de 8 formations par an jusqu'en 2020 à 17 en 2021 et 30 sont programmées en 2022. Le golfe de Guinée est non seulement le circuit de transit de plus de 90% des échanges commerciaux des pays de la zone, mais aussi une réserve stratégique des ressources halieutiques et minières. Le Japon a offert 124 forages d'un coût d'1,6 milliard de francs CFA à la Côte d'Ivoire. Ces forages sont en cours de réalisation dans les zones rurales des régions du Poro, Tchologo et du Tonkwi. Une équipe technique du ministère de l'Hydraulique est sur le terrain pour évaluer les travaux. Ami Sissoko. Frontière naturelle entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Cet affluent du fleuve Komoué, pas toujours potable, était la seule source d'approvisionnement en eau pour les populations de la localité de Bakombi. Mariam et ses amis n'avaient pas le choix. Le village désormais doté d'une pompe à motricité humaine, ces femmes laissent éclater leur joie. L'appel que nous lançons vraiment à nos autorités, en plus de leur dire merci pour l'eau, nous leur demandons de penser à nous pour qu'on puisse avoir notre centre de santé, pour qu'on puisse avoir notre maternité, de sorte que les femmes puissent avoir la vie sauve en donnant la vie. Comme les femmes de Bakombi, ce sont les populations des 19 autres villages du Tchologo et de 24 du Poro qui ont témoigné leur gratitude au gouvernement. Des réalisations qui s'inscrivent dans le cadre du projet de construction de 124 forages équipés de pompes à motricité humaine en faveur des populations rurales du Poro, du Tchologo et du Tonkwi, un don du gouvernement japonais à la Côte d'Ivoire, financé à hauteur de 1,6 milliard de francs CFA. Depuis que ça a commencé, nous n'avons pas sorti de l'argent. Tout est cadeau. Nous-mêmes, naturellement, là, on sait qu'on est content, on sait que le gouvernement il est content de nous. Il veut nous. Pour s'assurer de la bonne réalisation des travaux, du bon fonctionnement de ces pompes et d'une meilleure qualité de l'eau avant leur mise en service, une délégation du ministère de l'Hydraulique est sur le terrain pour une évaluation des travaux des entreprises ICA dans le Tchologo et de Forassi dans le Poro. Ces projets du don japonais, c'était pour résoudre des problèmes d'urgence. Concernant la réduction de la pénibilité, le ministère est en train de travailler là-dessus. Il y a déjà un projet pilote qui est en cours, qu'on appelle le projet 1000 pompes hybrides, qui permettra de pouvoir combiner le système manuel et le système solaire. Elles n'auront plus à utiliser le système manuel, elles vont prendre l'eau directement, comme au robinet. Taux de réalisation des travaux de ces 124 forages, 40%. Délai d'achèvement, avril 2022. Dans le reste de l'actualité, au Maroc, les sauveteurs ont tenté le tout pour sauver Ryan. Le petit garçon de 5 ans n'a hélas pas survécu à sa chute au fond d'un puits où il était bloqué à plus de 30 mètres de profondeur dans un village au nord du pays. Il est décédé samedi. Ses funérailles auront lieu ce lundi 7 février 2022. Un drame humain amplifié par les réseaux sociaux qui a suscité une avalanche d'émotions dans le monde entier. Et puis à Madagascar, un cyclone a fait au moins 10 morts en touchant le pays dans la nuit de samedi à dimanche. S'il a perdu de sa puissance, des inondations restent toutefois à craindre en raison de fortes pluies. L'information revient à 7h30. Et ce sera avec beaucoup de plaisir en sa compagnie. Merci à Régis Kofi, que je ne vais pas laisser partir comme ça. On a vécu quand même cette belle victoire du Sénégal. On l'a vécu comment déjà? Tranquillement.
parce que bon... On te dirait le Sénégal ou l'Égypte? Ben, j'étais partagé. Bon, enfin, j'avais pas d'équipe type à soutenir. Oui. Bon, la Côte d'Ivoire est sortie, le Nigeria également, donc j'avais pas d'équipe type. Par contre, j'avais un faible pour l'Égypte à cause du gardien et un faible pour le Sénégal à cause de Sadio Mané. En tout cas, merci beaucoup. Voilà, le meilleur a gagné, et puis bon, oui. je pense que voilà, on accepte. Oui, le meilleur a gagné en tout cas. On attend notre CAN en 2023. Oui, en 2023, et puis on espère que ça va être notre CAN, voilà, avec une autre étoile. Merci beaucoup à Régis Kofi que nous allons avoir, bien sûr, ce sera sur le coup de 7h30. Vous êtes nombreux à nous envoyer vos différentes vidéos, tout simplement pour nous faire part de votre rituel matinal. Alors, nous vous laissons donc ce numéro pour toutes vos vidéos, donc 07 57 47 19 30, 07 57 47 19 30, pour avoir, bien sûr, des vidéos sur comment vous commencez votre matinée, comment ça se passe, quel est votre rituel et surtout les appels WhatsApp que nous proposons de temps en temps dans cette émission. Allez, on part maintenant avec l'instant où se disent toutes les vérités. Et aujourd'hui, Renaud reçoit M. Magloire Ndéhi. Il est chef de bureau de la Fondation Friedrich Naumann. Ce sera juste après cette petite pause. À tout de suite. Comment mettre un masque barrière? Pour être efficace, un masque a besoin d'être correctement utilisé. Veuillez donc suivre les étapes suivantes. Avant de toucher à votre masque, lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon. Par défaut, frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Une fois vos mains propres, prenez votre masque, repérez-en le haut. Posez-le sur votre visage de telle sorte à ce qu'il recouvre le nez et la bouche. Si votre masque comporte des boucles élastiques de part et d'autre, passez-les autour de vos oreilles et stabilisez votre masque. Si votre masque compte des bandes parallèles, passez la partie supérieure sur le haut de votre tête, la partie inférieure sur votre nuque. Une fois votre masque en place, ajustez-le en le tirant par le bas, de sorte à ce qu'il recouvre votre menton. Si votre masque dispose d'une barrette nasale, ajustez-la en la pinçant avec les deux mains, de sorte à l'ajuster sur votre nez. Une fois votre masque bien en place, ne le touchez plus. Si par mégarde il vous arrive de toucher à votre masque, n'hésitez pas à vous laver les mains à nouveau avec de l'eau et du savon. À défaut, frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Comment retirer un masque barrière? Pour éviter de vous faire contaminer lors du retrait de votre masque, veuillez suivre les recommandations suivantes. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Saisissez les cordes ou les bandes par l'arrière en prenant bien soin de ne pas toucher l'avant du masque. Retirez le masque, jetez-le à la poubelle et ensuite lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou encore frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Voilà, merci de nous retrouver pour l'Instant Vérité cette fois. Que se passe-t-il en Afrique et particulièrement en Afrique de l'Ouest? C'est la question qu'on est tenté de se poser au regard des récents putschs intervenus dans certains pays de la sous-région. Face à ce recul démocratique, comment faire pour sortir l'Afrique de la spirale des coups d'État? Eh bien, pour tenter de répondre à cette question, nous recevons aujourd'hui dans ce numéro d'Instant Vérité M. Magloire Ndéhi, chef de bureau de la Fondation Friedrich Naumann. Bonjour, M. Ndéhi. Bonjour, Kevin. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Dites-nous, selon vous, l'Afrique de l'Ouest a été secouée par 3 coups d'État respectivement, au Mali, en Guinée, au Burkina Faso. Si on ajoute la tentative avortée en Guinée-Bissau, la situation politique dans la sous-région, elle est inquiétante hein, quand même. Oui, elle est inquiétante parce que pour 2 facteurs de raison. Le premier facteur, le premier groupe, c'est que ces 15-20 dernières années, l'Afrique de l'Ouest a connu des transitions démocratiques plus ou moins intéressantes. Quand on regarde la plupart des pays en Afrique de l'Ouest, ont connu une certaine stabilité des institutions, des États.
Deuxième facteur, c'est que ces quelques années-là ont marqué une croissance économique assez forte. Oui. Donc on aurait pu espérer qu'il fallait continuer le chemin sur ces avancées-là. Mais aussi, c'est inquiétant parce que pour deux autres facteurs de raison. Nous faisons face depuis 2 ou 3 années à la crise Covid, qui fragilise, qui rend difficile le développement économique. Et puis enfin, l'insécurité avec les et tout cela. Donc ces 4 facteurs mis ensemble, c'est inquiétant dans la mesure où on se demande est-ce que nous ne sommes pas en train de reculer démocratiquement, mais est-ce que nous ne sommes pas en train de fragiliser davantage notre économie avec les menaces djihadistes et tout cela. Donc on s'inquiète effectivement de cette situation et on espère que très rapidement, l'Afrique de l'Ouest va retrouver sa stabilité. En tout cas, c'est tout l'espoir qu'on a. Mais dites-nous, au-delà des motifs évoqués par les auteurs, quelles sont pour vous les causes qui pourraient expliquer ces coups de force? Alors, on peut les classer aussi en deux. Il y a les facteurs directs qui sont évoqués, notamment le non-respect des tests et des constitutions. Oui, comme en Guinée, hein, c'est le cas notamment en Guinée. La Guinée, dans beaucoup d'autres pays en Afrique de l'Ouest. Donc, ces raisons sont évoquées. Oui, et puis il y a aussi la menace sécuritaire. Il y a aussi la menace sécuritaire. Donc, certains estiment que les chefs d'État ou les autorités qui sont là n'ont pas suffisamment la compétence, la capacité de faire face à ces menaces terroristes. Est-ce vrai ou pas Bon, voilà, c'est ce qui est évoqué dans la situation du Mali, ce qui est évoqué dans la situation du Burkina Faso, comme ces institutions ne sont pas capables de faire face à ces menaces. Donc, certains essaient de trouver des solutions, peut-être militaires, qui pourraient essayer de résoudre ces situations. Mais nous pensons que c'est de nature à fragiliser davantage la population, de fragiliser toutes les stratégies mises en place donc, pour faire face à ces différentes crises. Nous pensons que ce n'est pas forcément la solution. Ce n'est pas forcément la solution. La solution reste justement d'avoir des institutions stables que chaque citoyen doit pouvoir accompagner. Mais il est important d'entendre ces revendications. Nous ne devons pas rester sous aussi à cela. Qui devrait se faire ces revendications-là dans un cadre légal, au respect, et puis dans le respect de l'ordre aussi. Bien entendu, c'est ce qui est souhaitable. C'est ce qui est souhaitable. Dans un État comme les nôtres, comme je l'ai dit, avec les facteurs nous connaissons des crises, il faut que ça soit dans des cadres légaux qui permettent donc le dialogue, qui permettent la discussion, mais qui permettent aussi de trouver des solutions. Parce que les militaires doivent pouvoir comprendre que leur espace se trouve avec les institutions démocratiques. C'est dans cela qu'il faut trouver les solutions, proposer des solutions pour faire face. Parce que dans le contexte tel que nous l'avons aujourd'hui, c'est beaucoup de risques que nous prenons parce que les djihadistes profitent de ces situations aussi pour avancer, pour faire aussi mal à nos États. Justement, en parlant de ce contexte-là, est-ce que les coups d'État, justement, qui sont perpétrés dans la sous-région, on ne cessera de les citer, Mali, Burkina, Guinée, est-ce qu'ils ne fragilisent pas encore plus les appareils sécuritaires de ces États-là à un moment où la menace djihadiste est de plus en plus pesante? Oui, absolument. Un coup d'État, ça marque un arrêt à beaucoup de processus, ça marque un arrêt à beaucoup d'actions qui sont mises en place ces 2, 3, 4 mois. Bon, on regarde la situation de la Guinée, c'est toute une réorganisation qui doit se faire. Au Burkina, c'est toute une réorganisation qui doit se faire. Donc, nous pensons que ça met vraiment en retard toute la stratégie de lutte contre ces phénomènes d'insécurité que nous connaissons. Mais en même temps, je l'ai dit, il faut que nous ayons des institutions qui inspirent confiance dans les populations, qui inspirent confiance dans les autres acteurs de la société. Parce que, pas pour justifier les coups d'État, mais je dis... C'est ce que je voulais vous demander. Est-ce que vous estimez que les institutions qu'on a dans certains pays de la sous-région n'inspirent pas confiance aux populations? Je ne le dirais pas ainsi. Je constate simplement que nous sommes en train de reculer alors que nous avons fait beaucoup d'avancées ces dernières années dans le sens de la démocratie. Je dis par contre que nous devons être attentifs à ce phénomène. Quoique ce ne soit pas normal, mais ça nous indique qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la société. Donc c'est à nous de nous asseoir, de réfléchir. Quels sont les segments, les facteurs sur lesquels nous devons travailler pour que les citoyens, mais notamment tous les autres acteurs de la société, aient confiance dans les institutions que nous sommes données. Mais justement, pour aller dans ce sens-là, s'il y a un fait qui interpelle avec ces récents coups d'État, c'est que certaines franges importantes des populations dans ces pays-là soutiennent les régimes militaires qui ont renversé les pouvoirs légaux. Oui, c'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage qu'on en arrive là, que de soutenir des actions subversives, des actions contre la démocratie. Oui. Et je pense que ça pose aussi... Ça remet là sur la table ce que vous avez dit tantôt.
Oui, ça pose donc deux problèmes. Donc c'est la question de la confiance dans les dirigeants et dans les institutions qu'ils incarnent. Mais ça pose aussi le problème de la question de la culture politique de la population. En cela, je voulais citer deux exemples, l'Allemagne et le Ghana. L'Allemagne sont des guerres. L'Allemagne, elle était consciente que pour éviter que l'Allemagne retombe dans la crise, donc, parce qu'ils ont été manipulés, les populations ont été manipulées, ont été instrumentalisées, et c'est cela qui fragilise les institutions. Donc il faut éduquer la population à la chose politique, c'est-à-dire à la gestion des affaires publiques. Ceux qui ne savent pas c'est quoi une institution, c'est quoi un État, comment ça fonctionne. Bon, il peut se dire, voilà, c'est l'aubaine pour soutenir tel acteur, alors qu'on est en train de reculer véritablement. Mais ça, le Ghana, c'est ce qu'ils ont fait au sortir donc de la crise avec la nouvelle constitution de 1992. Après l'arrivée au pouvoir de Jerry Rawlings. Alors, ils ont mis en place une institution très intéressante qu'on appelle la Commission nationale d'éducation civique, qui est implantée dans toutes les régions du Ghana, qui participe à l'éducation civique et à la formation politique des acteurs. Parce que c'est De Gaulle qui le disait, la politique est une chose trop sérieuse pour la laisser entre les mains des partis politiques. Malheureusement, dans nos États, nous avons cédé la gestion des affaires publiques seulement aux partis politiques. Je pense que les citoyens doivent pouvoir avoir ce regard sur la gestion des affaires publiques. C'est ce qui permet justement de stabiliser aussi nos institutions. Bien, on parlait de stabiliser les institutions. Il y a aussi des organes de régulation au niveau des différents pays du monde et de l'Afrique, notamment la CEDEAO, l'Union africaine et d'autres organisations internationales encore qui, à chaque fois, condamnent ces coups d'État. Mais malheureusement, on constate que malgré ces condamnations, c'est comme si on donnait un blanc-seing aux militaires pour continuer à perpétrer des putschs. On condamne, mais les putschs continuent. Et souvent, ils sont consolidés dans certains pays et tout ça. C'est vraiment malheureux parce que ce sont des institutions très importantes pour l'intégration africaine, l'intégration sous-régionale. Cela permet donc la coopération, les échanges entre les États. Donc il nous faut conserver ces institutions, c'est très important, mais en même temps nous revenons encore qu'il faut construire des institutions dans lesquelles les citoyens de ces espaces se retrouvent, se reconnaissent, s'identifient. Le sentiment pour certaines populations, c'est que la CEDEAO est trop loin de leur réalité, c'est que l'Union africaine est trop loin de leur réalité, ne prend pas suffisamment en compte les aspirations. Donc il nous faut construire déjà la CEDEAO des peuples. Donc, passer de la CEDEAO des chefs d'État qui se retrouvent chaque année, qui se retrouvent chaque fois dans des capitales en Afrique. Mais il faut qu'on arrive à construire la CEDEAO des peuples. Ça serait quoi exactement la CEDEAO des peuples selon vous? Oui, la CEDEAO des peuples, regardons par exemple au niveau européen. Par exemple, régulièrement, il y a des élections au niveau continental. Donc, on a les députés européens. Les députés européens, ça montre qu'ils participent à quelque chose. On demande leur avis sur certaines questions. Il y a des programmes comme Erasmus qui permet la libre circulation des étudiants et tout ça, des mobilités. Il y a des initiatives qui sont mises en place pour donner le sentiment que c'est un même continent, c'est un même espace dans lequel on doit pouvoir échanger. Et quand vous regardez aussi... Ça, c'est un vaste chantier, hein, surtout que dans l'espace sous-régional, même il y a des restrictions. Bon, il y a des avancées, hein, positives qui sont faites. On a la ZLECAF, par exemple, qui permet une intégration financière au niveau régional. On est encore dans un processus. Ce sont encore des processus. Absolument. Il faut qu'on aille vers vraiment une intégration assez forte parce que c'est cela qui permettra aux populations de se rencontrer, de se connaître. La CEDEAO est beaucoup plus avancée. Donc, dans l'espace ouest africain, nous sommes beaucoup plus avancés que certaines régions. Mais il nous faut encore aller encore de l'avant parce que la libre circulation des biens des personnes, on le dit dans les tests, on le dit tous les jours, mais ce n'est pas toujours évident. Pour le moment, ce sont des blocs sous-régionaux qui agissent. On espère qu'après, avec le temps, ça va s'étendre à tout le continent. Hein, parce qu'on a la CEAC, on a la CEDEAO, on a différents blocs régionaux. Hein. Oui, je pense que c'est le processus qui est entamé avec la ZLECAF, qui permet déjà la libre circulation des biens. Et de certaines personnes dans tout l'espace de l'Union africaine. Quand nous prenons l'agenda 2063 de l'Union africaine, il y a de fortes ambitions des dirigeants africains pour aller vers un continent unifié. Ça va prendre du temps, mais nous pensons que c'est la seule voie pour l'Afrique d'aller à l'intégration de tous les pays. Ça permettra justement aux populations de se connaître, de se fréquenter, de sentir qu'ils vivent sur un même continent, qu'ils partagent les mêmes réalités. Pour l'instant, ce n'est pas toujours le cas, puisque nous avons des institutions qui sont très hauts, donc avec les chefs d'État qui se retrouvent seulement, et il nous faut construire vraiment cela.
Bon, en tout cas, cette institution essaie autant que faire se peut hein, d'apporter des réponses à tous les conflits que vive l'Afrique. Et puis, ce week-end, justement, l'Union africaine s'est réunie à Addis Abeba pour essayer d'apporter des réponses à ces différents problèmes-là, et notamment aux coups d'État qui ont eu lieu récemment dans le bloc sous-régional ici en Afrique de l'Ouest. Monsieur Ndei, après avoir posé tous ces diagnostics-là, selon vous, est-ce qu'on devrait implémenter en Côte d'Ivoire ce que vous avez cité comme exemple tout à l'heure en Allemagne et au Ghana? Oui, pour nous, c'est vraiment la voie idéale. Un État, les principes, les valeurs, on ne naît pas avec. C'est un processus de construction. C'est une construction, c'est pourquoi on est individu, mais on devient citoyen parce que ça se construit. Et j'aime bien l'exemple allemand, c'est le travail que la Fondation Friedrich Naumann fait ici en Côte d'Ivoire. C'est travailler à la formation des citoyens. De savoir que l'État respecte un certain nombre de principes, un certain nombre de caractéristiques qu'il faut pouvoir respecter. Donc, pour revenir sur l'exemple de l'Allemagne, qui est très intéressant, parce qu'ils ont connu la Seconde Guerre mondiale de la manière la plus atroce. 15 ans après, 1960, 62, 63, l'Allemagne, une révolution totale. Au sortir de cette guerre, ils ont créé deux instruments importants. C'est ce qu'on appelle l'Agence fédérale d'éducation civique et puis les fondations politiques. Qui aujourd'hui, il y en a 7 en Allemagne, qui participent de ces deux instruments, donc les fondations politiques et l'Agence fédérale d'éducation civique, à la formation des citoyens et à la formation des acteurs politiques. Figurez-vous qu'il y a des acteurs politiques, posez la question, quelle est l'idéologie dans laquelle ils croient? Ils ne savent pas. Quel est l'État? Quelle est la forme d'État même que la Côte d'Ivoire est? Certains ne savent pas. Donc, comment les citoyens même qui seraient bénéficiaires de tout cela, eux aussi sont loin de ces réalités. Donc, il nous faut construire un citoyen, des dirigeants politiques qui sont au fait des enjeux de la gestion des États. Et ça, il nous faut des instruments. Malheureusement, pour le moment, en Côte d'Ivoire, nous n'avons pas des institutions, j'allais dire, officielles, nationales. On a un ministère qui est dédié notamment à la réconciliation nationale. C'est vrai que son rôle, ce n'est pas d'éduquer les masses à la chose politique, mais au moins c'est de recoller les morceaux pour éviter que les germes de conflits renaissent. Oui, c'est déjà un pas qui est important. Mais je dis, il nous faut des structures, des institutions structurelles qui permettent donc la construction. Selon vous, est-ce que ce serait la panacée miracle pour pouvoir sortir de cette spirale-là des coups d'État, pas seulement en Afrique en général, mais je veux dire, il faut faire de la prévention et on cite le cas de la Côte d'Ivoire où, comme vous le dites, on pourrait mettre en place ces institutions. Oui, il y a beaucoup de facteurs. Il faut qu'on respecte nos institutions, il faut qu'on respecte la Constitution, les tests qu'on se donne, il faut qu'il y ait l'état de droit. Tous ces facteurs sont combinés. Mais je dis, encore j'insiste, que l'éducation politique, la formation civique des citoyens, est une clé fondamentale pour la stabilité de nos États. La démocratie, c'est un système politique qu'on ne naît pas avec ses valeurs. Ça s'apprend. Ça s'apprend. Je vais même citer une expression, une pensée de Thomas Sankara qui disait « Un militaire sans formation politique, un militaire est un criminel en puissance. Sans formation politique, est un criminel en puissance. » Il y a des principes qui fondent l'action publique. Ça s'apprend. Il y a des valeurs qui sont attachées à cela, ça s'apprend. Les droits de l'homme, ça s'apprend. La dignité, ça s'apprend. Le respect de l'opinion de l'autre, ça s'apprend. Il faut éduquer à cela. Malheureusement, nous n'avons pas encore des institutions comme cela. Bon, il y a des organisations internationales comme la Naumann et bien d'autres qui le font, mais il nous faut construire des institutions au-delà donc des universités, au-delà des cadres formels d'enseignement public. Il nous faut des institutions qui participent à la formation et à l'éducation civique des populations. Cela participera justement à construire ces sociétés stables, à garantir donc l'état de droit que nous recherchons. Eh bien, mesdames et messieurs, j'espère que ces quelques minutes vous auront permis de comprendre la pensée de notre invité, former les masses publiques africaines à la chose politique en créant notamment des institutions qui serviraient à ces formations-là. Merci infiniment de nous avoir suivis. On vous laisse en compagnie de Thierry Angeval pour la suite de Matin Bonheur.
Vous êtes une femme propriétaire ou dirigeante d'une PME dans le secteur de l'agroalimentaire ou du karité. Vous exportez ou voulez exporter vos produits, une opportunité s'offre à vous. Le gouvernement ivoirien, à travers l'Agence Côte d'Ivoire PME, en collaboration avec TFO Canada et Affaires mondiales Canada, initie le projet d'appui aux femmes exportatrices PAF. Dans un contexte des chaînes de valeur mondiale déstructurées par la Covid-19. Objectif, vous accompagner à exporter vers le marché canadien et d'autres marchés extérieurs. Ce programme vous intéresse? Inscrivez-vous vite au www.agencipme.ci. Sous le haut parrainage de Mme Dominique Ouattara, première dame de Côte d'Ivoire, sous la présidence de Mme Nasseneba Touré, ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, la Fondation Djidji La Grande Espérance vous convie à la cérémonie officielle de célébration de ses 20 ans d'existence, le mardi 8 février 2022 à la salle de conférence de l'espace Serae Umoa dès 9h. Au programme, allocution, projection, bilan des 20 ans et panel, infoline. Sous le parrainage du ministre des Transports, M. Amadou Koné, le Djeli Théâtre d'Abidjan présente « J'ordonne que le temps s'arrête » le samedi 12 février 2022 à 20h au Centre culturel Jacques Akadou Bouaki. En gros, je veux que le temps s'arrête. Retrouvez sur les planches Bidéfer, Jimmy Danger, Tao, Gaston Jupon et bien d'autres. Entrée 5 000 francs, VIP 10 000 francs. Ticket disponible uniquement au Centre culturel Jacques Akadou Bouaki. Infoline 07 78 85 08 85. Boostez vos affaires grâce au digital, c'est le thème que Blamo vous propose pour votre After Work spécial Saint-Valentin. Avec un expert, M. Dibril Ouattara, directeur général d'une compagnie de téléphonie cellulaire. Une date le samedi 12 février 2022 à partir de 18h30. Un lieu, l'espace Yemad, c'est à Cocody Riviera après l'ambassade des États-Unis. Un dîner en amoureux et de nombreuses surprises. 05. Blamo pour l'excellence et le leadership de la femme africaine. Voilà, nous sommes de retour dans Matin Bonheur, juste après Instant Vérité, en compagnie de Renaud, qui a reçu aujourd'hui M. Magloire Ndei. Pour la suite, et bien avant d'avoir le flash d'information, nous allons vous donner encore une fois les différents coûts de nos denrées alimentaires. Et oui, cette fois-ci, on va passer aux produits vivriers. Donc, nous avons de l'igname bête, voilà, dont les images vous sont proposées, à 600 francs le kilogramme. Nous avons aussi du manioc à 250 francs le kilogramme. Voilà, merci à la réalisation pour ces images. Nous avons de la pomme de terre pour la suite à 600 francs CFA. Et ensuite, de la patate douce, dont le kilo est à 200 francs CFA. On a aussi dans nos produits vivriers, on a du mil. Le kilogramme est à 400 francs CFA. Et pour terminer, de l'arachide décortiqué, à 1400 francs CFA le kilogramme. On aura un autre pan de cette émission avec du sport, bien sûr. On parlera de la CAN 2021. On parlera aussi de ses équipes et pourquoi pas du Sénégal vainqueur pour la première fois, bien sûr, de cette Coupe d'Afrique des Nations. Avant, vous aurez bien sûr le point de l'actualité de 7h30. Ce sera avec Régis Kofi. Petite pause et on revient tout de suite. Comment mettre un masque barrière? Pour être efficace, un masque a besoin d'être correctement utilisé. Veuillez donc suivre les étapes suivantes. Avant de toucher à votre masque, lavez-vous les mains. Avec de l'eau et du savon, par défaut, frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Une fois vos mains propres, prenez votre masque, repérez-en le haut. Posez-le sur votre visage de telle sorte à ce qu'il recouvre le nez et la bouche. Si votre masque comporte des boucles élastiques de part et d'autre, passez-les autour de vos oreilles et stabilisez votre masque. Si votre masque compte des bandes parallèles, passez la partie supérieure sur le haut de votre tête, la partie inférieure sur votre nuque. Une fois votre masque en place, ajustez-le en le tirant par le bas de sorte à ce qu'il recouvre votre menton. Si votre masque dispose d'une barrette nasale, ajustez-la en la pinçant avec les deux mains de sorte à l'ajuster sur votre nez. Une fois votre masque bien en place,
ne le touchez plus. Si par mégarde il vous arrive de toucher à votre masque, n'hésitez pas à vous laver les mains à nouveau avec de l'eau et du savon. À défaut, frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Comment retirer un masque barrière? Pour éviter de vous faire contaminer lors du retrait de votre masque, veuillez suivre les recommandations suivantes. Lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Saisissez les cordes ou les bandes par l'arrière en prenant bien soin de ne pas toucher l'avant du masque. Retirez le masque, jetez-le à la poubelle et ensuite lavez-vous les mains avec de l'eau et du savon ou encore frictionnez-vous les mains avec une solution hydroalcoolique. Dernier rendez-vous de l'actualité dans cette matinale. Bienvenue à toutes et à tous. Fin ce dimanche du sommet de l'Union africaine à Addis Abeba en Éthiopie. Plusieurs rapports ont été lus à la cérémonie de clôture au nom du président de la République, Alassane Ouattara. La ministre des Affaires étrangères a présenté le rapport sur la mise en œuvre du premier plan décennal de l'agenda 2063. Michel Digré, envoyé spécial. C'est à la ministre des Affaires étrangères, Kandia Camara, qu'est revenue la charge de prononcer le discours du président Alassane Ouattara, champion de l'Union africaine pour le suivi de la mise en œuvre de l'agenda 2063 et son premier plan décennal. Le rapport propose des recommandations pour accélérer la dynamique enclenchée pour la réalisation complète des 7 grandes aspirations et des 20 objectifs stratégiques que l'Afrique s'est fixés à l'horizon 2063. Au regard du bilan de la mise en œuvre de l'agenda 2063, notre continent a enregistré des avancées notables en dépit de la crise sanitaire liée à la pandémie à coronavirus qui a fortement impacté les revenus, l'emploi et la mise en œuvre des projets phares en 2021. Nous devons donc intensifier nos efforts afin de poursuivre la dynamique de transformation structurelle de notre continent à travers l'accélération de la mise en œuvre de réformes ambitieuses et la réalisation de projets structurants. Pour y arriver, des priorités doivent être établies. Il nous faut relever les défis majeurs relatifs à la qualité des systèmes statistiques nationaux des États membres, au financement de l'agenda 2063 et au renforcement de la communication autour de l'agenda. Il s'agit notamment de consolider les mécanismes institutionnels pour la vulgarisation et le suivi de l'agenda 2063, renforcer les capacités des États et des communautés économiques régionales à l'élaboration de projets viables, accélérer la mise en œuvre des projets phares en vue de la transformation structurelle des économies et la création d'emplois, notamment pour les jeunes, accélérer la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation des ressources intérieures pour faciliter le financement de l'agenda 2063. À 2 ans de la fin du premier plan décennal de l'agenda 2063, 2 principales activités seront lancées très bientôt, à savoir son évaluation et le lancement de l'élaboration du deuxième plan décennal qui couvrira la période 2024-2033. La qualité de l'anacarde est désormais une priorité pour les producteurs. Dans la région du Béret, les producteurs se sont engagés à produire la noix de cajou de qualité afin de revaloriser le prix marchand de 305 francs CFA fixé par l'État de Côte d'Ivoire. Soro Corona. Passer le cap des 5000 tonnes de noix de cajou produites au cours de cette campagne de commercialisation et surtout mettre un accent particulier sur la qualité de la production. Telles sont les 2 décisions majeures de la 10e Assemblée générale ordinaire de la CPNK, Société coopérative des producteurs de noix de cajou du Kouroudougou, région du Béret. Première société coopérative de la filière anacarde de l'année 2021. Notre société coopérative a évolué avec ses producteurs, a fait des succès, a fait beaucoup des actions sociales dans les 10 ans. Ça nous a amené à être la première société coopérative de producteurs de noix de cajou sur le plan national. Depuis 3 ans, la région du Béret est la première zone de production de la noix de cajou en Côte d'Ivoire avec 160 000 tonnes. Si la quantité est un acquis, la qualité de la noix de cajou du Béret demeure un défi à relever.
Le béret, c'est 17% de la production nationale. En termes de production, nous avons fait beaucoup d'efforts. Et il reste encore des efforts à faire au niveau de la qualité. Nous avons entamé des séances de sensibilisation à travers nos villages, montrer les bonnes pratiques agricoles adoptées. Et cette année, je pense que nous allons poursuivre cela. Notre slogan aussi, c'est de la qualité. Parce que la qualité a un coût, certes, mais elle aussi, elle a un prix. Quand vous avez des produits de bonne qualité, vous pouvez avoir des bons prix avec vos partenaires. La société coopérative des producteurs du noix de cajou du Kouroudougou se veut aussi une structure citoyenne à travers ses actions sociales, notamment la construction des salles de classe, la réhabilitation d'écoles, le soutien aux populations vulnérables et aux forces de défense et de sécurité. Créée en 2010, la société coopérative des producteurs du noix de cajou du Kouroudougou compte aujourd'hui plus de 500 producteurs. En bref, à Madagascar, un cyclone a fait au moins 10 morts en touchant le pays dans la nuit de samedi à dimanche. S'il a perdu de sa puissance, des inondations restent toutefois à craindre en raison de fortes pluies. Et puis du football, CAN 2021, retour sur le sacre du Sénégal qui a battu l'Égypte en finale de la compétition. Finaliste malheureux des éditions 2002 et 2019, le Sénégal remporte sa première couronne continentale face à l'Égypte. Une finale aux allures d'un test grandeur nature entre les deux pays qui se retrouveront en barrage de la Coupe du Monde 2022 en mars. Au coup d'envoi, les Lions réalisent une meilleure entame et obtiennent un pénalty. Sadio Mané se propose et perd son duel face à Gabaski. Mais au fil des minutes, les Pharaons gagnent en confiance et se montrent de plus en plus dangereux sur des attaques rapides. Mohamed Salah donne un premier frisson aux supporters sénégalais avec cette frappe détournée en corner par Edouard Mendy. 0-0 à la pause. La seconde période est du même niveau. Les hommes de la Teranga s'offrent les meilleures occasions, mais le score reste vierge jusqu'au terme du temps réglementaire. Les 30 minutes de la prolongation ne changeront pas la donne. Finalement, c'est au tir au but que les deux équipes ont recours. Le Sénégal, plus concret, l'emporte 4 tirs à 2. Voilà, très belle journée à vous. Matin bonheur à la suite, c'est avec Angeval. Merci beaucoup à Régis Soukoufi que nous allons retrouver demain, encore avec un autre gilet, une autre couleur et tout. Voilà. Je me demande bien, c'est le 40e gilet dans sa garde-robe. Il y en a tellement. Et on va compléter. Hein. Encore? Oui, on va compléter. OK. Mister Gilet, merci beaucoup. On fait l'argent pour ça. Ah bon, hein? Donc il faut le faire. Donnez-nous un peu. Merci beaucoup. Merci. À Régis qu'on va retrouver demain encore pour d'autres points de l'actualité. Bien sûr, dans Matin Bonheur, on va maintenant parler sport avec, bien sûr, vous le savez, Gamblé Konaté, on va dire Mister Sport de ce Matin Bonheur. C'est vrai qu'on va parler football, mais on va aussi aujourd'hui parler basket, natation et pétanque aussi pour vous dire que les sports, il n'y a pas que le football, voilà, même si c'est l'actualité avec cette belle finale d'hier, bien sûr, au Cameroun pour la fin de cette CAN 2021. Allez, on part maintenant avec le sport. Matin. Il est avec nous et aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de maillot, et forcément pas de maillot de football et tout, parce qu'on parlera de plusieurs sports hein, dans l'ensemble et tout. Bonjour Ngamblé. Bonjour Thierry Angeval. Bienvenue. Merci infiniment. Alors, Sénégal-Égypte. On va commencer bien sûr par cette actualité-là. Le Sénégal sur le toit de l'Afrique. Enfin, Thierry Angeval, il a fallu attendre 56 ans pour voir les Lions de la Teranga remporter leur première Coupe d'Afrique des Nations au terme d'une finale très disputée. Avec une nette domination, les Sénégalais ont d'abord raté un pénalty avant de buter plusieurs fois sur la défense adverse. Et un Gabaski qui les a fait douter jusqu'au bout. Comme un symbole, c'est Sadio Mané qui offre la première CAN de son histoire à son pays en transformant le dernier pénalty. C'est fait, Thierry Angeval, le Sénégal est sur le toit de l'Afrique. Aliou Cissé et ses hommes peuvent savourer un sacre qu'ils ont largement mérité. Le Sénégal et l'Égypte se retrouveront en masse dans un barrage en 2 manches pour une place à la Coupe du Monde 2022 au Qatar, Thierry Angeval.
Bien sûr. Alors, on reste rapidement sur Gabaski. Vous l'avez dit, vous avez cité son nom, ce gardien, ce magnifique gardien égyptien. Ça a été une grosse et grande révélation. Une grande révélation, hein, puisqu'il est rentré en cours de jeu. D'abord parce que le gardien titulaire était blessé. Oui. Et en 8e de finale, c'est lui qui nous sort ce pénalty, on va dire, malheureusement, qui nous élimine. Oui. En cas de finale, il fait pareil, puisqu'ils ont joué les prolongations pendant, on va dire, jusqu'en finale. Oui. Un excellent gardien qui, malheureusement, n'a pas pu donc aider son pays hier face donc, au Sénégal, mais il reste tout de même l'un des meilleurs gardiens, l'une des révélations à 33 ans de cette compétition. Bien sûr. Alors, on poursuit et on revient bien sûr sur le parcours des champions d'Afrique. Absolument, Thierry Angeval. Après 2 échecs en 2002 et 2019, les Lions de la Teranga montent enfin sur le toit de l'Afrique pour la première fois de leur histoire. Retour en image sur le parcours du champion d'Afrique 2021. Voilà, c'est tout doucement et tout en douceur que le Sénégal s'est imposé. Et oui, à l'instant, en image, le parcours des champions d'Afrique dans cette CAN 2021. Alors, on gamblait, on reste un peu sur cette belle équipe. On a vu un Sadio Mané dont le penalty raté n'a pas fait baisser cette rage de vaincre. Et voilà aujourd'hui le résultat, on est heureux. Oui, ils voulaient cette compétition, on va dire les Lions de la Teranga. Oui. Ils ont perdu la dernière, on va dire, finale, mais ils ne se sont pas découragés. Face à l'Algérie, ils ne se sont pas découragés. Ils ont remis le couvert. Il faut dire que le Sénégal avait l'effectif le plus complet sur toutes les lignes de cette compétition. Ils ont commencé tout doucement, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, en battant le Zimbabwe 1-0. Après, ça n'a pas forcément fonctionné. L'Anthony était très critiqué, mais ils ont cru en leur jeu. Ils sont allés tout doucement. Et les voici pour la première fois de leur histoire champion d'Afrique. C'est la première étoile continentale pour ce pays qui a longtemps caracolé en tête du classement africain. On va dire des pays les mieux classés par la FIFA. Et félicitations donc à tous ceux qui nous suivent depuis Thiès, Ziguinchor, et Dakar, Touba. Enfin, merci de nous suivre du Sénégal donc et félicitations encore pour cette belle finale. Alors, c'est vrai qu'on a bien envie de manger du tchèp en ce moment, mais en 2023, ce sera chez nous avec la tiéké poisson. Absolument, Thierry. Oui. Juste avant la remise du trophée au Sénégal, vainqueur de la 33e édition de la CAN, le ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'économie sportive, Paulin Claude Danho,
a reçu officiellement des mains du président de la CAF, Patrice Motsepe, le flambeau de l'organisation de la CAN 2023. La Côte d'Ivoire devient officiellement le prochain pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera du vendredi 23 juin au dimanche 23 juillet 2023. Une compétition qui se disputera dans les villes d'Abidjan, Yamoussoukro, Bouaké, Korogo et San Pedro. Tiré en cheval dans 501 jours exactement. Rendez-vous est pris en Côte d'Ivoire, terre d'hospitalité et de la vraie fraternité pour la 34e édition de la Coupe d'Afrique des Nations. En tout cas, merci pour toutes ces informations. Et comme le disait Didier Drogba, eh bien, on attend tout le monde en 2023 pour l'une des plus belles CAN de notre continent. Jamais organisée sur le continent africain, bien sûr. Merci beaucoup. Alors, actualité nationale maintenant avec du basketball N1 homme, le point de la 5e journée. Absolument. Au basketball, au plan local, on a joué ce week-end pour le compte de la 5e journée de la N1. Tiré en cheval, c'est bien la première division. Plusieurs chocs étaient au rendez-vous au Palais des Sports de Treichville. L'ABC poursuit sa série d'invincibilité en dominant Warriors 97-63. Victoire de la société Omnisport de l'Armée 71-60 face à Abi Sniper. 4e défaite de la saison de l'Africa Sport qui s'incline lourdement 107-57 face à la JCA. Après sa lourde défaite 110-43 face à Azur, l'IVSTP s'est à nouveau incliné 51-54 face à CSA Treichville. Belle victoire des Team A6 qui s'impose de justesse 60-58 face au CW. Le duel entre Azur et Aza a tourné en faveur d'Azur, toujours leader au classement général. Tiré en cheval. Et voilà, toujours sur cette 5e journée, donc le point, on était avec les hommes, maintenant ce sont les dames. Maintenant ce sont les dames, puisque chez les dames, plusieurs chocs étaient également au rendez-vous, toujours au Palais des Sports de Treichville. Une journée qui a souri au CSA Treichville, facile vainqueur de FBA de la présidente Safiatou Traoré, 78-49. Les filles de l'Indénié, toujours en difficulté, s'inclinent 39-59 face au GSPM, qui signe un deuxième succès en 5 sorties. NCA, championne en titre, est tombée 46-51 face à l'ABC, qui poursuit son sans faute en championnat. Tout va bien pour la SOA qui enregistre un 5e succès de suite en dominant UE3A, 87-40. Au classement général tiré en juin, l'ABC est toujours leader. Prochain rendez-vous le samedi 12 et dimanche 13 février pour le compte de la 6e journée, toujours au Palais des Sports de Treichville. Le rendez-vous donc pour tous les sports, après le football, après bien sûr le basket, on parle maintenant de la natation, Coupe de l'Amitié, Equinox Natation est bien grand vainqueur. Absolument, un tirage le week-end a également été marqué par la 2e édition de la Coupe de l'Amitié qui a mis en compétition une 60aine de jeunes nageurs dont l'âge varie entre 6 et 17 ans. Un week-end au cours duquel les pensionnaires des 6 clubs en compétition ont pris plaisir à nager et à se surpasser pour s'arracher les différentes médailles et les trophées mis en jeu. En individuel, Yélène Pognon, Nguessan Ouattara, Iram et Oulaï Fiora ont dominé leurs catégories respectives. Au classement général par équipe, Equinox Natation remporte le plus grand nombre de médailles et s'adjuge le trophée du meilleur club devant Elite Natation 2e. Adoise Natation Club La Riviera complète le podium. Tiré en juin. Voilà, alors on parle maintenant d'une autre pratique, voilà, sportive donc. C'est vrai que dans nos quartiers, on entend très souvent boule-boule et tout. Non, le vrai nom, eh bien, c'est la pétanque. Absolument, la pétanque. Ouais. Il y a une page noire dans cette, on va dire, dans cette chronique, oui. Puisqu'il s'agit d'un hommage qui a été rendu à Félix Kouadio. Ils étaient plus de 135 boulistes organisés en série triplette à lui rendre un dernier hommage ce samedi 5 février 2022 à travers un tournoi de pétanque au boulodrome de Komwe Pétanque Club à Makori. Une dizaine de trophées et de médailles étaient mis en jeu à l'occasion de cette compétition au cours de laquelle les boulistes venus de l'ensemble du territoire national se sont affrontés sur les 12 terrains aménagés pour l'occasion. À l'arrivée, c'est la triplette dirigée par Dago Élysée qui est sortie victorieuse de ce tournoi de pétanque organisé en souvenir de Félix Kouadio. Décédé le 22 janvier dernier, l'ex-champion de Côte d'Ivoire, surnommé Cobra, était apprécié de tous, car considéré comme l'un des meilleurs boulistes ivoiriens de la dernière décennie.
En tout cas, merci pour cet hommage. Hein. C'est ce qu'il faudrait faire pour ces personnes-là qui marquent bien l'actualité sportive dans notre pays. Donc, un tournoi en hommage à Félix Kouadio. On l'a vu avec tous ces férus de pétanque hein, qui sont nombreux dans nos quartiers. Oui, nombreux dans nos quartiers. Ce sport qui a longtemps été considéré comme un sport, on va dire, de retraités, entre guillemets, excusez-moi l'expression. Mais c'est un sport complet qui fait de grands champions. Et Félix Kouadio a servi la Côte d'Ivoire. Il a joué partout dans le monde entier. Et donc, il est malheureusement décédé au cours de la dernière semaine du mois de janvier. Et par cette action-là, la communauté libanaise, en collaboration avec les pétanqueurs ivoiriens, ont tenu donc à lui rendre un hommage bien mérité. Un hommage bien mérité. C'est vrai qu'on a parlé de basket, alors on va faire un remplacement en basket, hein? Pour permettre pour avoir d'autres informations. Donc, ce que je vais faire, je vais t'inviter dans notre salon pour qu'on puisse poursuivre, bien sûr, nos échanges. Donc, Mugamblé qui va venir. On a parlé, bien sûr, dans Sport Matin, on a parlé de la CAN, on a parlé de basket. Donc, alors, Mugamblé, je suis plus à l'aise sur ce côté, voilà. Donc, il va s'installer à ma droite, voilà. Je préfère. En fait, mon féticheur m'a dit que la droite, c'est le meilleur côté. Ah, OK. Oui. Donc, chaque matin, je préfère la droite. Toujours le côté droit. Le côté droit. Absolument. Oh, je plaisante. Hein? Alors, rapidement, avant de te laisser partir, on a passé un mois à parler de CAN, 52 matchs dans différents stades. Ça a été beaucoup d'émotions. Beaucoup de rebondissements aussi et des équipes qui se sont fait remarquer. Oui, absolument. Et à l'image des Comores ou de la Gambie, qui étaient donc à leur première participation, qui ont réussi donc à se qualifier au second tour. Oui. Déception pour l'Algérie, championne en titre, qui est malheureusement tombée donc au premier tour par la faute des éléphants de Côte d'Ivoire, qui sont eux-mêmes tombés en 8e. Et puis, on va dire l'une des plus grosses satisfactions, c'est le premier sacre continental du Sénégal, qui remporte en fait cette première étoile continentale qui leur manquait, qui les fuyait depuis 56 ans. Quoi dire de plus, si ce n'est de se concentrer désormais sur la prochaine édition, la 34e qui se tiendra donc en Côte d'Ivoire. Nous avons reçu donc le flambeau, le drapeau de l'organisation hier. Et donc, on va se concentrer exactement dans 501 jours tirés en cheval. La Côte d'Ivoire accueillera le football africain. C'est vrai qu'on a évoqué Gabaski, ce gardien égyptien, mais il y a aussi d'autres joueurs qui se sont fait remarquer tout au long de cette CAN. Oui, absolument, il y a d'autres joueurs qui se sont fait remarquer, surtout, on va dire, au sein de l'équipe des Comores. Oui. Le défenseur latéral droit qui a été transformé donc, en gardien de but. Oui. Donc, c'est forcément une image qu'on a retenue. Et puis, on a eu quand même une compétition qui a été très, très disputée, où les nations dites petites se sont donc se sont montrés à la hauteur donc de l'enjeu. Oui. Une belle compétition, un beau champion, le Sénégal, numéro 1 africain depuis plusieurs mois et qui a confirmé, très beau champion. Félicitations aux Lions de la Teranga. Des regrets pour Mohamed Salah? Mohamed Salah, oui, qui aurait bien voulu donc remporter sa première compétition. Il avait déjà perdu cette finale en 2017 face au Cameroun. Oui. Et cette année, il perd également. Mais ils sont septuples vainqueurs du trophée. Donc, s'il gagnait demain, enfin, s'il gagnait hier, ça allait être un 8e trophée. Oui. Mais non, le Sénégal est un beau champion. Et il faut aussi partager, non? Donc, il faut aussi partager. Hein. Cette victoire, on en cherche une 8e. On ne va jamais se lasser d'en avoir. Mais le Sénégal, au moins, une victoire. Hein. Ah, mais hier, c'était la fête dans les rues. On va dire des Dakar un peu partout au Sénégal. Et même à Abidjan et à Treichville. Ben oui. C'était donc la fête. Et on partage donc la joie des Sénégalais. Parce que nous avons, on va dire, goûté ce plaisir-là de remporter la compétition par 2 fois. Et c'est un immense bonheur. Des images qu'on a vues, même du président de la République, Macky Sall. Oui. Mais seul le football peut nous donner une telle joie. Bien sûr, bien sûr. Et comme Gamblé le disait, c'était la folie hier. Et puis tout le monde était content. Même chez Hassan Diaye, à Treichville, on imagine. Donc aujourd'hui, c'est tchèp pour tout le monde. Voilà. On va appeler nos tatas sénégalaises là pour leur dire, bon, aujourd'hui, hein, on va manger cadeau. Et on ne va pas payer. Alors, fin de cette CAN 2021. Prochain rendez-vous, c'est bien sûr... Du vendredi 23 juin au dimanche 23 juillet en Côte d'Ivoire. C'est précisément dans 501 jours. Donc nous allons recevoir la plus grande messe du football africain. Alors, avec des éléphants qu'on veut percutants,
Percutant absolument. Hein. C'est clair qu'on va évoluer en tant que, on va dire, leader de la poule A, puisque c'est nous qui recevons donc la compétition. On va évoluer donc à Abidjan. 24 équipes toujours. Il faudra tout faire à l'occasion de cette 34e édition pour aller le plus loin possible. Pourquoi pas remporter la compétition. On en a les hommes parce qu'on a vu de très belles choses à l'occasion de cette compétition, enfin de la 33e édition, qui vient donc de finir. C'est clair que si on a une très bonne préparation, on ira le plus loin possible et pourquoi pas, on ira chercher cette 3e étoile continentale après 2092 et 2015. Alors, sans aucune prétention, hein, c'est un beau spectacle qu'on va préparer pour tout le continent. On l'a vu un peu avec les Jeux de la francophonie. Hein. Oui, absolument. La Côte d'Ivoire est habituée désormais donc, à l'organisation des grands rendez-vous. Oui. Vous avez 5 villes, Abidjan, Yamoussoukro, Korogo, Bouaké et San Pedro qui vont recevoir. Donc, il y a des stades qui sont en construction. Oui. Certains sont même déjà finis à 98%. Donc, ce sont ces différents stades-là qui vont recevoir, on va dire, les poules, les 24 équipes réparties en 6 poules sur l'ensemble du territoire national, bien sûr. Alors, merci à Ngamblé Konaté, hein, qu'on retrouve quand? Le lundi prochain. Le lundi prochain, hein. Papa. Donc, ça sera toutes les actualités donc, sportives tous les lundis. On a fini la CAN, hein, donc... On va souffler un peu. On reprend déjà le championnat national de Côte d'Ivoire. Oui. Il y a un match en retard déjà ce 9 février. Et juste après, le 11, on reprend donc le championnat. On va disputer la 9e journée. Donc, on revient aux affaires locales. On ne se repose pas vraiment. C'est vrai qu'il parle de souffler, mais on a déjà ces championnats-là qui reprennent et tout. Que ce soit ici, même à l'extérieur. Oui, même à l'extérieur. À l'extérieur, ils ne se sont pas arrêtés. Oui. Mais ici, on a profité quand même d'une trêve locale en raison donc, de la Coupe d'Afrique des Nations. Les équipes vont profiter pour se préparer. Oui. Donc, c'est clair que la première division, la Ligue 2 et, on va dire, la D3 qui va démarrer. Le football féminin également. Donc, le ballon va rouler et continuer à rouler jusqu'à la prochaine compétition de la CAN qui se tiendra ici à Abidjan du vendredi 23 juin au dimanche 23 juin 2023. Merci à Ngamblé Konaté. On a beaucoup parlé. On va faire la passe à Renaud, voilà, qui nous la redonnera. Ce sera dans quelques minutes, juste après Matin Express. Voilà, merci de nous retrouver pour Matin Express cette fois et on va continuer de parler de sport. Aujourd'hui, nous sommes en liaison téléphonique avec Fama Diom depuis Dakar. Actualité oblige. Bonjour Fama, la nuit a été longue pour les Sénégalais après la victoire des Lions de la Teranga à la finale de la CAN 2021. Dites-nous, comment ça se passe là-bas ? Bonjour Abidjan, et oui, c'est la fiesta, le Sénégal est sur le toit de l'Afrique. Et sachez que bien des Sénégalais n'ont pas dormi, ils ont préféré rallier l'aéroport où je me rends à l'instant pour l'accueil des Lions. On ne sait pas exactement à quelle heure la bande à Aliou Cissé va rallier Dakar, mais l'essentiel c'est d'y être dès qu'ils fouleront le sol sénégalais. Et vous l'imaginez, l'ambiance à Dakar est tout simplement folle. Les supporters qui ont préparé cette finale et surtout qui ont cru à la bande à Sadio Mané, malgré une entame timide de la compétition. Dakar est belle, les quartiers sont peints aux couleurs de l'équipe nationale. Nous y reviendrons certainement. Le Sénégal qui est donc championne d'Afrique. Les Lions de la Teranga ont inscrit leur nom au palmarès avec une victoire face à l'Égypte hier dimanche au stade de Olembe de Yaoundé. Sadio Mané qui avait manqué un penalty en cours de match a inscrit le tir au but de la victoire pour la formation d'Aliou Cissé. Et le président de la République aux anges, à l'image des Sénégalais, qui est absent du territoire, mais a décidé de décréter ce lundi journée chômée et payée. C'est donc férié ici au Sénégal. Nous y reviendrons certainement dans la journée. Merci à vous, Abidjan, et bonne journée. Voilà, merci à Fama. Félicitations encore, Fama, qui intervenait depuis Dakar par téléphone. Eh bien, Angeval, voilà, c'est ici qu'on s'arrête pour Matin Express de ce jour. On ne pouvait pas ne pas parler de cette victoire des Sénégalais. Comment ? On ne pouvait pas ne pas parler de cette victoire des Sénégalais aujourd'hui. Non, impossible.
Il le faut. Oui. Il le faut parce que c'est une belle victoire, et c'est une première, et il faut vraiment célébrer cela. Mais en tout cas, félicitations encore à nos frères sénégalais. Oui. On va faire un tour à Trècheville pour voir comment ça se passe. Oui, oui. Aujourd'hui, parce qu'on a notre petit Dakar, ici. Ce matin, c'est plus calme. Hier, lui, c'était vraiment... je suis sûr qu'hier, c'était une fiesta de Tchèp. Hein. Absolument. Merci beaucoup, les gars. Alors, rapidement, avant de partir, info jour J, sachez qu'aujourd'hui, le Maroc ouvre ses frontières après quelques mois de fermeture. Donc, on le sait, c'est toujours la Covid-19, certes, mais bon, le Maroc ouvre ses frontières fermées depuis le 29 novembre dernier. Célébration en Europe du traité de Maastricht. C'est le traité européen fondateur de l'Union européenne. Merci à Jacques Brou. Merci à toutes les personnes qui ont eu à intervenir pour votre plus grand plaisir. On a bien démarré la semaine donc et la suite de ce mois de février, eh bien cette suite-là sera plus amoureuse. Merci à tous et à toutes et puis on va se retrouver tranquillement demain pour encore vous donner de belles informations.